aujourd'hui, on va vous proposer donc une conférence qui aura pour thématique le retour au culte et spiritualité endogène. Et pour cela, nous recevons donc Nzi Sokon à nous faire part de son parcours et nous présenter justement comment faire ce retour au culte et à la spiritualité endogène. Mais je pense que je ne vais pas vous retenir plus longtemps la parole. Je vais laisser Nzi Cynthia se présenter et puis on va aborder donc cette question. Voilà. Nzi, je te donne la parole. Merci beaucoup, Fulele. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Nzi Sokon Cynthia. Peut-être pour ceux qui m'ont connue il y a longtemps, je suis Miss Sokon. J'ai commencé en faisant des vidéos sur une page appelée Sans langue de bois. J'ai eu à arrêter quelque temps parce que je voulais poursuivre certaines choses de manière très concentrée. Et là, heureusement, le frère Fulele a pensé à moi où je suis à un point, on va dire, un peu un checkpoint. Et il m'a donné l'opportunité comme ça de faire une conférence. J'ai choisi ce thème-là parce que c'est un thème qui résonne énormément avec moi actuellement. Le retour au culte et spiritualité endogène. Donc, ce dont il va s'agir aujourd'hui, c'est vraiment le guide pratique, c'est comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est très théorique. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Je vais commencer directement, on va y aller un peu vite. Dans le cours de son histoire, l'Afrique et ses enfants ont subi des assauts brutaux répétés d'autres peuples et cela les a inexorablement changés et diminués. Ces assauts n'ont pas été seulement militaires et politiques, ils ont été sociaux, scientifiques, psychologiques, mentaux et spirituels. Aussi, il est évident et communément exprimé dans de nombreux cercles que ceux qui ont décidé de revenir à l'Afrique et à eux-mêmes doivent se reformater dans tous les domaines susmentionnés. La question du jour, elle est épineuse et je ne rentrerai pas dans le débat qui est très virulent autour. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est m'adresser à ceux qui ont la volonté de le faire déjà et puis ceux qui sont curieux de savoir au juste, mais qu'est-ce que c'est quand vous dites retourner aux racines, au culte? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite classification qui n'a peut-être pas de rapport maintenant, mais qui sera importante pour la suite. J'aimerais qu'on essaie de subdiviser un peu les gens qui gravitent la religion, enfin, pardon, la spiritualité africaine et qui l'habitent. Donc, moi, j'ai fait une classification de 4 groupes. Le premier, ce sont les pratiquants de leur héritage, c'est-à-dire le culte a été transmis par la famille, par la société dans laquelle ils vivent. Être animiste, c'est une réalité quotidienne. Je m'habille, je mange, je travaille, je suis animiste. L'environnement, la culture est faite pour supporter, est faite pour faire grandir et épanouir une spiritualité, la pratique de la spiritualité. Par exemple, le Bénin, le Nigeria ont des communautés spirituelles très vivantes, où il y a des cultes animistes africains pratiqués. On a la fête du vaudou au Bénin. Au Nigeria, on a un festival qui s'appelle Oshun Oshogbo, qui est l'adoration de Oshun, le Orisha, des eaux douces. Et voilà, donc il y a ces peuples-là qui ont réussi à conserver la pratique de la spiritualité. Ça leur est naturel. Il y a même des peuples qui ont été déportés, c'est-à-dire ceux qui ont été volés à la terre-mère au Bénin, à Haïti, qui continuent de pratiquer la spiritualité africaine. Donc, ce groupe-là existe. On va les appeler la première catégorie. Ensuite, il y a ceux qui souhaitent retourner à leurs racines. Ce sont des Africains qui, en conséquence du cheminement historique et des circonstances momentanément au-delà de leur contrôle, se sont retrouvés totalement ou partiellement enlevés à leur spiritualité originelle. Ceux-là sont issus des environnements pratiquant les religions abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, suite à l'aliénation de l'Afrique.
de facto, ils ont plus ou moins été atteints par la propagande négative lancée contre la spiritualité endogène et ont dans la même mesure intégré les principes dogmatiques de la religion. Pour ces personnes, il y a un fossé mental énorme à franchir. D'abord parce qu'il faut surmonter les barrières qui sont déjà dans le psyché de par l'éducation reçue. Ensuite, il faut faire face à une forte pression sociale. C'est vraiment ironique, mais il y a un prix social très fort, plus ou moins fort, à payer pour vouloir être un animiste assumé. Je veux dire, il y a des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, des amis à ce sujet. Donc, ceux-là font partie de la deuxième catégorie, ceux qui n'y sont pas, mais qui veulent y revenir. Il y a d'autres que j'appellerais les opportunistes. Nombreuses ont un crucifix, un courant quelque part, mais la nuit, vous les voyez raser le mur pour aller s'accroupir devant un gardien de la tradition et lui demander de l'aide. Ces gens voient et traitent les énergies générées par les égrégores africains comme des domestiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, on l'appelle, et puis quand on n'en a pas besoin, on le met dans une pièce quelque part à l'arrière. Il ne faut pas que les invités voient, il ne faut pas que ça se sache qu'on fréquente avec ces gens-là. Donc, ces gens-là, ils veulent la prospérité, ils veulent la guérison, ils veulent la solution à leurs problèmes, mais ne sont pas prêts à assumer leur association à l'animisme. Eux, par contre, ils semblent avoir surmonté le fossé mental de l'utilisation de, comment je vais dire, de la pratique de certains éléments, mais ils n'ont pas le courage ou tout simplement la probité d'accorder le respect qui est dû, ou même les encouragements qui sont dus aux cultes endogènes. Et enfin, nous avons les individus au sens moral réduit ou inexistant. Thomas Sankara disait « Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance ». De même, on pourrait dire qu'un individu sans sens moral ou profondément ignorant à qui on donne accès à des connaissances importantes est un danger en puissance. Il existe dans toute communauté des personnes moralement déficientes. Les causes de ce déficit sont multiples. Certaines personnes ont subi des traumatismes extrêmes qui ont bouleversé leur sens de tout ce qui est correct. D'autres ont des dérèglements ou des carences dans la chimie de leur cerveau naturellement qui font qu'ils ne pourront jamais vraiment comprendre ce qui est bien et mal. Et puis, il y a d'autres qui ont ce que j'appellerais l'ignorance ou la stupidité naturelle. Ce n'est pas insultant, mais ils sont juste comme ça. Et donc, quand ces personnes se rencontrent autour de connaissances puissantes, le cocktail est explosif. Je prends le cas qu'on aime beaucoup utiliser en général pour effrayer les gens. Ceux qui veulent retourner à la spiritualité africaine, c'est les sacrifices humains. Mais en général, quand on essaie de décoder la situation qui nous ramène à ces drames, c'est une personne qui dit « je veux de l'argent, je veux le confort, mais je ne veux pas trop travailler ». Et puis en face, c'est une personne qui a eu accès, peut-être de par transmission, c'est un héritage en général, c'est pratique, qui est tombé sur un héritage très puissant et qui n'a pas la morale qui va avec. Donc, quand ces deux personnes se croisent, il se passe des choses terribles, comme on voit. Comme, par exemple, il y a eu un moment au Bénin, le vaudou Kénessi. Il semblerait que ce vaudou-là procurait de l'argent, mais il fallait le nourrir avec du sang humain. Bon, après, il y a des prêtres vaudous qui sont venus expliquer que ce n'était pas l'usage premier du vaudou kénési et que ce vaudou-là a été, on va dire, souillé par une personne irresponsable qu'il avait reçu en héritage. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas compris l'importance de ce qu'il avait, l'usage correct de ce qu'il avait et il a vendu, créant tous ces drames-là des personnes qui pensent vraiment que tu dois tuer quelqu'un d'autre pour t'enrichir. Donc, c'est cela. C'est ces personnes-là qui vont graviter autour de la spiritualité africaine. Donc, notre conversation aujourd'hui, notre discussion, ça sera plus pour les personnes de la deuxième catégorie et ceux, dans une certaine mesure, de la troisième catégorie. Ceux de la première catégorie qui sont déjà dans le culte, qui sont déjà dans la spiritualité, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous donner des informations, à corriger ce qu'on a eu qui n'était pas correct comme information. Vraiment, voilà. Je suis toute oui. Lorsqu'on aura terminé, je suis ouverte à apprendre davantage là-dessus.
Bon, avant d'entrer dans le vif, comment je vais dire ça? Les points abordés seront au nombre de 8. Je vous partage un peu pour que vous puissiez voir, vous garder. Voilà. J'essaie ici, vous verrez. Alors, je vous partage, c'est retour au culte et spiritualité endogène. Le premier point, c'est retour à la spiritualité ancestrale. En quoi cela consiste concrètement? Le deuxième point, c'est surmonter la peur et les préjugés. Et en dessous, j'ai un petit bonus que j'ai appelé généalogie, le traumatisme camouflé au sein de nos lignées. En troisième point, nous avons faire allégeance à soi-même ou le concept du Ori. Quatrième point, culture générale spirituelle ésotérique, quelques ouvrages de Amidou Mpateba. Cinquième point, ça sera rituel, signification et importance, la divination et le sacrifice. Ensuite, l'importance de l'anodin ou comment l'improbable est supérieur au miracle aveuglant. Le septième point parlera des changements énormes qui vont se passer dans votre vie. Donc, il va falloir avoir la maîtrise de soi et découvrir son sens moral. Et enfin, ça sera vivre sa spiritualité. Il y aura une parenthèse sur la sexualité. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le point numéro 1, c'est retour à la spiritualité. Concrètement, c'est quoi?